Donc, merci pour l'invitation, merci à l'AFB, merci au CRGE. Je vais effectivement vous parler d'outils d'aménagement de rivière. Donc dans un colloque qui se veut moderne, surfant sur la page de nouvelles méthodes. L'aménagement en rivière, c'est très banal. Hein, depuis que l'homme installe des cités, depuis qu'il se sédentarise, depuis qu'il est agriculteur, il aménage des rivières. C'est pas loin d'être technicien de rivière, c'est pas loin d'être peut-être le métier le plus vieux du monde. Hein. Et donc moi je viens vous apporter des outils nouveaux, donc en aménagement de rivière, nouveaux peut-être pas pour tout le monde hein, quand même. Mais je voulais vous parler de libre évolution et de restauration écologique passive dans ce contexte d'aménagement de cours d'eau. Alors, pour faire le lien avec le sujet du colloque, c'est vrai qu'au début, comme certains des intervenants, la nature temporaire, j'en avais pas entendu beaucoup parler. Et je me suis posé la question de cette temporalité, effectivement, de ces aménagements, des échelles de temps et de l'intérêt de ces phases jeunes, ces phases temporaires. Donc c'est ça que je me propose de vous montrer, plutôt du côté de la Manche. Donc on aura balayé les trois façades atlantiques, là, Atlantique, Méditerranée et Manche, les trois mers françaises en moins de 40 minutes. C'est bien. Alors, oui, je l'attendais celle-là. Alors, du coup, oui, alors je l'ai là aussi. L'objectif aujourd'hui, c'est de proposer des outils supplémentaires ou complémentaires aux aménagements actifs, que je vais appeler AA après dans les figures. Volontairement, je parle pas j'ai pas mis dans mon titre précédent restauration de rivière, parce que souvent il y a une ambiguïté. Le mot restauration est très à la mode avec l'émergence de l'écologie de la restauration. Donc tout ce qui est aménagement en rivière devient restauration de rivière. Donc du coup, moi je parlais d'aménagement, je vais faire vieux jeu. Et puis je parlerai de restauration écologique quand il y aura de l'écologie dans le mode de travaux, d'aménagement. Donc l'idée, c'est d'insuffler plus d'écologie dans les pratiques des aménagements actifs. Et puis, essayer de voir aussi quelle est la temporalité écologique pour ces outils, hein, la restauration écologique passive et la libre évolution. Donc là, vous avez deux images hein, d'un même site à deux périodes différentes, juste après travaux à gauche. Donc un reméandrage, une remise dans le talweg, hein, donc avec un réel aménagement actif, parce que là on rentre dans le cours d'eau à la pelleteuse, hein, c'est-à-dire que le ruisseau était sans doute quelque part sur un versant, ça pouvait être un bief de moulin ou une retenue de pisciculture, et du coup en aménagement ça arrive partout dans nos territoires, dans nos rivières, en tête de bassin versant, sur des ordres 2, 3, on a ce type d'aménagement en ce moment. Je travaille à peu près avec une trentaine de techniciens de rivière. Ils ont tous un ou deux ou 5 projets de ce type en cours. Donc c'est violent, mais c'est très intéressant d'un point de vue du partenariat avec les techniciens de rivière, parce qu'on peut aussi les accompagner sur ces projets. Alors, le contexte aménagement actif, j'en ai parlé un petit peu. Donc, si vous voyez la diapo la plus sombre ici, vous voyez bien un bel alignement de peupliers. Donc, c'est vraiment ce qui se fait encore beaucoup hein, quand on veut protéger une berge de l'érosion. Si on veut créer une ripisylve, on plante et puis on crée un alignement. C'est un modèle un peu extrême, mais généralement, ça ressemble un peu à ça. Sur de l'aménagement actif, hein, donc je viens d'en parler, on a des interventions assez violentes. Sur de la restauration passive, on va récupérer donc plutôt des ripisylves un peu sauvages avec une allure un peu différente, et puis surtout des alignements d'arbres un peu bizarres, donc des troncs penchés, des choses comme ça, puisque en fait on laisse pousser et on accompagne en fait l'aménagement. Sur la libre évolution, là, ça peut ressembler à des choses comme ça. Je n'ai pas énormément d'exemples, puisque là, j'ai été sollicité par quelques techniciens de rivière sur ces questions-là qui avaient envie d'essayer.
Donc je me suis renseigné un petit peu, il y a quelques organismes qui travaillent là-dessus en France, mais finalement c'est pas si courant. Donc là, en gros, on a un gradient d'usage. Hein. On va du, pardon, on va du très interventionniste à pas du tout d'intervention, et puis là, un accompagnement intermédiaire. Alors, souvent, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur la restauration écologique passive, donc j'ai des données que je vais vous présenter là. On m'a opposé en face le fait de ne rien faire, de ne pas aménager. Et souvent dans les discussions que j'ai pu avoir avec des chargés de mission ou des techniciens de rivière, ils voyaient ça plutôt comme une critique de leur aménagement actif. Et en fait, c'est pas forcément versus, ça peut être plutôt avec. Quand on passe d'un contexte comme celui-ci avec donc un ruisseau qui coule ici, là, donc une berge bien saccagée, beaucoup de problèmes d'érosion de sol, on n'a pas trop de mal à discuter avec l'agriculteur pour essayer d'obtenir un aménagement soit actif avec des plantations, soit passif. Ça dépend de pas mal d'éléments. Parce qu'on est quand même dans des espaces agricoles, donc Thierry déplorait le fait qu'il n'y ait pas trop d'agriculture aujourd'hui. Enfin, du coup, il y en a un petit peu quand même, parce qu'on travaille beaucoup avec les agriculteurs qui possèdent les parcelles et qui possèdent aussi les berges. Donc, ce sont des ruisseaux non domaniaux, ce sont les propriétaires qui décident de ce qui s'y passe, et donc on est vraiment dans la concertation, dans le dialogue. Donc ces entretiens d'espaces agricoles qui jouent que c'est des espaces naturels très petits, c'est un peu compliqué parce que ça dépend des perceptions de la nature. Le technicien de rivière, lui, va avoir une vision plus de protection par rapport à sa compétence et ses missions. L'agriculteur qui est là, lui, il entretient les paysages, il entretient ses parcelles. Il n'a pas forcément la même vision sur cette nature interstitielle et son acceptation. Donc ça rejoint aussi les questions urbaines qu'il peut y avoir. Finalement, dans un paysage comme ça, très rural, on aime bien gérer et maîtriser les choses. Donc ça nécessite beaucoup de concertation. Donc du coup, quand on passe de cette parcelle-là, qui est la même, hein, on est au même endroit, là, c'est le même agriculteur qui possède la vache, de passer d'une rive à nu avec une érosion de sol à un cordon un peu sauvage avec des ronces, des arbres qui poussent un peu dans tous les sens, c'est pas forcément toujours simple. Et puis on n'est pas sur de l'agriculture biologique, hein, on est chez un conventionnel en Normandie. C'est pas toujours évident d'accepter cette restauration écologique passive, hein, se laisser faire, hein, où on va laisser monter les arbres. Donc je vais vous expliquer un peu comment on en vient à ça. Alors, je parlerai pas plus de libre évolution, mais je trouvais que c'était intéressant dans le débat parce qu'on est vraiment on est à l'opposé de cette nature temporaire là qu'on veut courte et éphémère, parce que j'ai de plus en plus de questionnements là-dessus avec le CEN de Normandie, d'Auvergne qui ont mené des actions, des réflexions sur la libre évolution. Il y a une association qui s'appelle l'ASPAS aussi qui est plus visée faune sauvage, qui va mettre en libre évolution, acquérir des territoires, des terrains assez petits en fait, hein. C'est souvent sur des territoires petits, ce qui s'oppose un peu au wilderness américain où on fait la même chose mais sur des éléments énormes, et où je trouvais que ça ressemblait un petit peu à ces espaces de friches urbaines ou friches temporaires, c'est que ce sont des espaces finalement assez petits où il y a une maîtrise du foncier. Donc du coup, la libre évolution où on laisse vraiment partir la nature, ça existe, hein, ça commence à émerger pas mal, et c'est aussi vu d'un point de vue sociologique, vu par le CEN comme une demande des urbains, d'avoir accès en périphérie ou par des observatoires à cette nature très sauvage, très, très fouillie. Dans le cadre d'un projet de la région Bretagne avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, on est dans un réseau de techniciens de rivière, entre chercheurs et techniciens de rivière, sur ces questions d'aménagement de cours d'eau. Et j'ai entendu, dans les rencontres avec les techniciens, des gens qui souhaitaient avoir des zones de libre évolution. Donc voilà, ça c'était pour un peu le pendant un peu différent des choses. Donc sur la restauration écologique passive,
à plus de 2 ans, sur un cordon de petits ruisseaux comme ça, on se retrouve avec un fouillis phénoménal, une belle friche, hein, mais avec des indices, hein, quand on suit un peu les communautés végétales de près, c'est l'avantage qu'il y a à faire des partenariats avec les techniciens de rivière et le monde de la recherche, c'est qu'ils peuvent nous aider à accueillir des stagiaires, on peut nous pouvoir faire des suivis, et on a les accords avec les propriétaires pour entrer sur les parcelles. Et puis à 12 ans après, ça donne ça. C'est-à-dire que ça nous donne des arbres qui sont placés un peu n'importe comment, mais qui n'évoquent pas le beau cordon qu'on pouvait avoir tout à l'heure de peupliers. Alors, si on rentre un tout petit peu dans les résultats en termes de dynamique, là, en 2005, on est à plus de 2 ans après restauration passive. Donc, on a de l'aulne, qui est espèce pionnière en bord de cours d'eau, qui domine. Et puis, peu à peu, on voit que l'aulne diminue. Et puis, on a plein d'autres espèces assez classiques, hein, du noisetier, du frêne, du saule, évidemment, du chêne. Et on a un ruisseau témoin forestier qui est le voisin de celui qui est restauré. Donc on a une dynamique, donc là vous avez l'impression qu'on n'est pas sur de la nature temporaire, mais selon la définition de Thierry, si en fait, puisque un peuplement de ligneux, ça va mettre du temps à pousser, et puis il va être amené à disparaître, puisque jeudi prochain j'ai rendez-vous avec l'agriculteur qui possède les rives, et là on va tout couper. Puisque lui, il est chez lui et il a une filière, il a une chaudière bois énergie pour sa stabulation, et donc en fait on est vraiment sur de la nature temporaire de 15 ans. Voilà. Et il va se passer autre chose. Donc dans la négociation jeudi, je vais essayer de garder un témoin boisé. Donc j'inverse mon témoin, c'est-à-dire que avant j'avais un témoin non boisé, maintenant je vais avoir un témoin boisé. Donc rendez-vous dans 15 ans, si je suis encore en poste. Mais ça montre bien que finalement on est sur de la restauration avec des actions d'aménagement, une volonté on accepte un peu cette nature sauvage, mais on peut enterrer un subside, confère la problématique des services écosystémiques. Donc là, sur un aménagement actif suivi de restauration écologique passive, si vous voyez le regard du professeur d'écologie perçant, là, il regarde le pied de berge. L'étudiant de master, c'est pareil. Vous avez noté, il y a un petit cordon tout vert juste après travaux, alors que là, on est dans de la bouillasse liée aux travaux d'aménagement de la pelleteuse. On a effectivement ce petit cordon là, vert, d'herbacées qui démarre en premier et qui répond de manière spontanée. Et c'est ça qui est très intéressant quand on fait de la restauration écologique passive, parce qu'en fait, on a une crainte, hein, d'avoir des exotiques ou avoir des espèces non désirées par l'agriculteur, parce qu'il faut qu'il accepte le projet. Et donc, ça nous intéresse en fait de regarder ce qui se passe dans ces stades jeunes. Donc du coup, les herbacées dominantes, hein, on se rend compte en ruisseau qu'on a toujours plein de mosaïques. Donc c'est du ordinaire de chez ordinaire, on va avoir de la houle queulaineuse, de la renoncule rampante, de la glycérie flottante. Mais ces stades pionniers jeunes sont drôlement intéressants pour nous parce que la glycérie flottante, elle nous indique vraiment qu'on est sur du très humide, et on pourra peut-être tabler sur de l'aulne et du saule, et certainement un peu moins sur les berges où on a une dynamique jeune d'espèces prairiales ou de milieux plus secs. Donc ça, c'est intéressant. En fait, je me suis rendu compte que ces dynamiques jeunes, on la regardait dès le début dans nos aménagements et dans nos travaux de recherche. Et donc, elle va être effectivement temporaire puisqu'elle est remplacée très vite par du ligneux. Donc, classiquement, on va regarder ce qui s'installe. On craint un peu tout ce qui est adventiste de culture, parce que les agriculteurs, ils les connaissent en général, ils ne les aiment pas. Et puis dès lors qu'on va récupérer du faux roseau, là, on sait que c'est gagné, que la berge risque de cicatriser toute seule, et on va accompagner l'aménagement actif de cette manière-là. À ceci près qu'on a quand même de l'érosion qui a lieu quand même en fonction des dynamiques des cours d'eau, évidemment. Donc du coup, ces dynamiques jeunes en restauration écologique passive, elles vont être liées à l'hydromorphologie. Donc là, on suit aussi ces galettes de sédiments, voir quelles sont les espèces apportées, quelle est la dispersion. Ça dépend de l'intensité aussi des aménagements.
Ça peut être plus ou moins lourd, il peut y avoir juste une clôture, il peut aussi y avoir des ponts construits. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps sur le terrain et on comprend mieux cette relation entre crue et recrutement des cours d'eau pour arriver à des relations entre des boisements et des ligneux, par exemple. On se rend compte qu'effectivement, quand on a des sources de ligneux proches, ça facilite le recrutement d'arbres. Alors, du coup, après avoir regardé les petits ruisseaux de tête de bassin versant, notamment sur la Sélune, hein, là, on était sur le bassin versant de la Sélune, on descend un peu plus bas parce qu'il y a un projet dont on a dû causer dans l'immeuble ici assez souvent. C'est le démantèlement du barrage de Vezin, de la Roche-qui-Boit. Et puis, du coup, comme on travaille sur les ruisseaux de ce système et qu'on connaissait bien la Sélune par ailleurs, l'idée, c'était de voir est-ce qu'on pourrait se servir de l'outil de restauration écologique passive après vidange de grands barrages dans le cadre du démantèlement qui devrait arriver. Donc là, on n'est plus sur les mêmes types de systèmes. On a 19 km de lac pour le premier barrage qui va sauter sur 151 hectares. Donc c'est autre chose, c'est un autre système. Et est-ce que la restauration écologique passive peut nous apporter des éléments? C'est un peu la question. Donc là, pour vous montrer un peu la vidange, qui était très lente à cause des problèmes sédimentaires dans ce système. Donc on démarre en 2014, puis là on a les photos en 2018. Donc on voit que là ça reverdit bien, ça se recolonise bien, et puis hop, qu'est-ce qui se passe là? On a de nouveau des travaux, donc du génie civil qui intervient sur nos sites d'études, sur les sites expérimentaux. Donc en fait on est aussi en plein là dans un recrutement d'une nature temporaire, d'une nature dont on peut regarder la composition dans le but de la stabilisation des sédiments et de la restauration passive. Et puis d'un coup, on nous redémolit tout. Et puis finalement, ça reverdit assez vite et on peut voir un peu les effets successifs de ça. Pour faire simple et rapide, au début, dès les premières phases, on a beaucoup d'adventices, beaucoup de plantes amphibies, quelques forestières et un autre groupe. Et puis, petit à petit, les adventices des cultures diminuent, les amphibies réaugmentent et les forestières également. Et puis là, on a à ce niveau-là le remaniement complet, donc cette phase-là. Et puis, on repère de la forestière, on repère de l'amphibie et on regagne de l'adventice. Donc c'est intéressant aussi de regarder ces phénomènes-là parce que effectivement, on est tout le temps en train de suivre des dynamiques très courtes, mais qui peuvent nous renseigner un peu sur les possibilités de travaux. Donc là, on est à l'échelle d'un site, comme je vous disais, il y a 150 hectares et 19 km de cours d'eau, donc le double en berge, 40 km de berge, c'est pas uniquement un problème. Enfin, le fait qu'il y ait des travaux à un endroit, c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres endroits qui n'ont pas été remaniés ou qui sont dans une autre dynamique. Donc là, d'un point de vue des données, en fait, on a finalement, on voit pas trop les couleurs, donc je vais passer. Mais en gros, ça revient au graphe précédent, mais sur une ACP. Donc du coup, en conclusion, ces outils sont utilisables de manière concomitante. Le fait de faire de l'actif et puis du passif à suivre, ou ne faire que du passif, essayer d'intervenir le moins possible. Mais on se rend compte en fait qu'ils sont améliorés par une observation des dynamiques d'installation. En fait, c'est un réflexe qu'on a. Il est bien ce sujet de colloque parce qu'en fait, ça m'a permis en fait aussi de voir comment on travaillait en suivi de restauration écologique. On n'attend pas 10 ans en fait. On voit bien un peu. On essaie de comprendre en fait ce qui se passe dès ces premières phases de restauration écologique passive. Il y a un enjeu. On est chez les propriétaires terriens qui n'aiment pas forcément les mauvaises herbes. Il y a un technicien de rivière avec lequel on travaille qui nous fait confiance pour les validations scientifiques, donc c'est important de ne pas faire de bêtises.
Ça permet aussi d'avoir des outils qui vont être améliorés si les aménagements actifs sont pensés selon ces dynamiques jeunes. Par exemple, ce que je vous ai montré dans le lac de la Sélune, bah, le génie civil, il ne s'est pas fait du tout en concertation avec nous. Donc un jour, on est arrivé, bah, nos stations, elles étaient complètement labourées. On a l'habitude en restauration écologique de travailler avec des gestionnaires. C'est pas très grave, mais c'est quand même plus facile s'il y a une concertation et si on pense l'aménagement en même temps que le suivi des restaurations. Et puis, bon, c'est aussi amélioré par l'observation des dynamiques de succession. Donc, on n'a pas que les phases jeunes, hein, il y a aussi tout suivi sur le long terme. Hein. Faire de l'arbre, ça met du temps. Là, c'est 15 ans pour avoir des arbres exploitables. Et encore sur du bois tendre. Hein. Et puis donc, ce qui est important, hein, c'est que moi, je ne souhaite pas hiérarchiser les outils. Je pense que c'est contexte dépendant. Des fois, on a besoin du coup de godet. Et puis, parfois, non. Mais c'est beaucoup de l'observation. C'est une compréhension dynamique d'installation. Alors, les techniciens de rivière sont de plus en plus formés à autre chose que du poisson, heureusement. Parce que tout ce qu'on a vu sur les remises dans le Talweg, hein, c'est pour du poisson migrateur. Et ça me faisait penser à l'outarde. Hein. On tape sur le fait qu'en arasant ces seuils, en refaisant de la reconnexion, on va récupérer du migrateur à tout prix, mais c'est vrai qu'on casse aussi autre chose, du batracien, du reptile, etc. Donc j'ai encore le temps ou... Non. Donc les perspectives, après 15 ans, avec ces positionnements d'arbres, on a des arbres un peu partout. On se rend compte qu'en fait, on a du reméandrage passif, c'est-à-dire que le cours d'eau passait là avant. Le fait qu'il y ait des arbres, ça peut reméandrer des cours d'eau qui avaient été rectifiés dans les années 50 lors des remembrements. On a également des observations d'herbacées comme l'Onanthe crocata. La présence de rhizomes font des points d'impact qui fait que le cours d'eau contourne. Donc il peut y avoir des herbacées utilisées en ingénierie écologique. Et puis bah, là, pour montrer les dynamiques, c'est assez spectaculaire. On voit l'ancien pont romain d'un affluent du lac de Vezin ici. Et en un an, en fait, il réapparaît complètement. Et on voit surtout que la végétation recolonise les vases très rapidement avec des ligneux et des herbacées. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.